Lundi 30 avril 2012, au beau milieu de la nuit, une voiture s'engouffre dans le maquis près de Marseille. À son bord, Philippe Perrier, l'un des plus riches viticulteurs de Savoie, et Michael Boeuf, son meilleur ami. Chose épouvantable, les deux hommes s'apprêtent à se débarrasser d'un cadavre. On prend ce petit chemin en terre sur la droite, là. On a reculé derrière un buisson. Et là, on a descendu le corps tous les deux. Il m'a dit donne-moi le bidon d'essence. Je lui ai donné le bidon d'essence. Il me tend le briquet, il me dit écoute, va allumer. Et ça fait fouf. Et on est reparti. Malgré ces aveux glaçants, aussi fou que cela puisse paraître, les deux amis le jurent. Ils ont bien fait disparaître le corps de cet homme, mais ils ne l'ont pas tué. Voici l'incroyable histoire d'un crime, mêlant sexe, argent et honneur. C'est extraordinaire, hein? C'est une histoire policière qui dépasse l'imagination du roman noir. L'histoire d'un mari bafoué, prêt à tout pour sauver les apparences. Mais celui qui a le plus envie de tuer Lionel, c'est Philippe Perrier. Il est volé, il est ruiné, il est cocu. L'histoire d'une femme infidèle et manipulatrice. Nathalie est prise entre sa relation avec son mari Philippe et sa relation avec Lionel. Elle a foutu le bordel dans son couple. Tout est parti d'elle. Ce qu'elle a fait vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses enfants, je pense que là, c'est énorme. Il est 8 h du matin, ce 30 avril 2012, à Carry-le-Rouet, sur les hauteurs de Marseille. Lorsqu'André Juillet, garde-chasse, fait une découverte terrifiante. Voilà, donc j'arrive par là. Et là, je vois un tas de charbon. Et je dis, tiens, qui c'est qui a mis le feu? J'arrive ici. Oh, mais c'est un cadavre que je viens de voir calciné. Et hop, je fais marche arrière. Et je me dis, pourvu que ça tombe pas sur moi. Et je regarde, je dis, c'est un homme ou c'est pas un homme? C'était dur à voir. Voilà, son corps était allongé là. La tête, les épaules et les jambes, là, comme ça. C'était quelqu'un de grand hein, et peut-être bien costaud. Immédiatement, le garde-chasse pense à un règlement de compte entre truands, monnaie courante dans la région marseillaise. On a l'habitude, hein, toutes les semaines, un qui brûle. On le tue et on le brûle. Donc j'ai dit, ça y est, ils sont venus le jeter là aujourd'hui. On appelle ça la barbecue. Ça lève beaucoup d'indices. L'homme alerte aussitôt les gendarmes. Un médecin légiste est dépêché sur place. Et ses premières constatations sur le corps carbonisé vont confirmer l'hypothèse d'une exécution. On trouve immédiatement une trace de balle de petit calibre, une balle dans la tête. Une balle qui part de derrière l'oreille et qui ressort devant. On sait que c'est quelqu'un qui est mort par arme à feu et qui, dont le corps a été calciné après. C'est une méthode qui est proche de celle que peuvent employer les mafieux. En passant au crible la scène de crime, les gendarmes vont obtenir une certitude. Il n'y a aucune trace de sang, pas d'empreinte. Et de façon très naturelle, ils en déduisent que le corps n'a pas été tué sur place, qu'il a été amené, mort déjà, et qu'il a simplement été brûlé à cet endroit. Comment ce corps est arrivé dans cet endroit insolite? On n'en sait rien. Et c'est grâce à son ADN que les gendarmes vont pouvoir mettre un nom sur la victime. L'homme s'appelle Lionel Véronèse. Il a 39 ans. Il habite à 400 km de Marseille, en Savoie, à Chambéry.
Aussitôt, les gendarmes annoncent à sa famille la terrible nouvelle. On n'arrive pas à y croire. Hein. On était comme frères, hein, comme deux frères. Hein. À ce moment-là, on est au fond. Hein. On est au fond du trou. Lionel n'est plus là. Il ne reviendra plus. Et qu'est-ce qu'on me ramène? Un corps tué d'une balle dans la tête? Un corps carbonisé? Mais quand un cœur de maman, un cœur maternel est amputé, c'est fini. Et il faut vivre avec. Je suis allé le voir à la morgue. Quand vous approchez comme ça et vous voyez ce drap blanc avec à l'intérieur, vous ne savez pas ce qu'il y a, vous tirez le drap blanc et là vous voyez quelque chose que vous ne savez même pas ce que c'est en fait. Assassiner quelqu'un d'une balle dans la tête, plus aller le carboniser, mais comment on peut faire ça? C'est incroyable, mais comment on peut faire ça? Les proches sont anéantis par ce crime horrible et incompréhensible. Car le Chambérien avait tout pour lui. Grand, beau et même charmeur sans le vouloir. Lionel Véronèse, il est célibataire. Il vit chez maman. C'est incontestablement un bel homme, bien bâti. Lionel avait beaucoup de jeunes femmes autour de lui, hein, toutes plus belles les unes que les autres. Ce charme qui émanait de lui, il ne le cherchait pas, qui vous mettait en confiance tout de suite. Et on a l'impression qu'il n'y a pas une femme de Chambéry qui n'a pas envie de lui. Et lui, il est plutôt généreux de sa nature. Il multiplie les conquêtes. Pour tous ceux qui connaissaient Lionel Véronèse, le séducteur était aussi et surtout un personnage incontournable du monde de la nuit. C'est quelqu'un qui aimait la vie, il faisait la fête, il rigolait, c'était des bons moments. Une bonne bouteille de vin, une bonne petite bouffe, voilà, c'est tout ce qu'il aimait. Patron de 2 bars à Chambéry, le beau gosse à la stature imposante était aussi très respecté. Il faut dire que l'homme a longtemps été bodyguard et pas de n'importe qui. Lionel Véronèse, c'est un combattant. Il était garde du corps pour Paco Rabanne pendant un petit moment. Et après, il a fait un peu des gros établissements sur la côte ou Courchevel, où il était portier, où il était à l'accueil pour le service d'ordre. Alors, pourquoi Lionel Véronèse a-t-il été retrouvé calciné dans la cité phocéenne? L'ex-garde du corps aurait-il eu maille à partir avec des caïds marseillais? L'affaire est confiée à la police judiciaire de Chambéry. Et d'emblée, la piste du règlement de compte mafieux va être écartée. Lionel Véronèse avait peut-être des relations en dehors du cercle chambérien, mais il n'y a aucune relation plus ou moins louche. Rien dans le dossier, objectivement, ne laisse penser qu'il s'agit d'un règlement de compte entre mauvais garçons. Rien. En fait, ce sont les proches de Lionel Véronèse qui vont livrer aux policiers des informations cruciales pour la suite de l'enquête. Le dimanche 29 avril 2012, Lionel est ici chez sa mère avec qui il vit. Mais dans la soirée, il aurait eu un rendez-vous. On sait par la maman de Lionel Véronèse qu'il était chez lui à 22h, 22h15, dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30. Le dimanche, Lionel a rendez-vous pour 22h15 dans la cour. Il s'apprête à partir, et comme chaque fois qu'il partait, il me serrait dans ses bras. Et il me dit, « Maman, je te dis que je serai là avant minuit. » Il est parti. Il quitte effectivement le domicile à 22h, 22h15, et il ne réapparaîtra pas. La suite, c'est Julien Véronèse, le neveu, qui va la raconter à la police. Et il va révéler avec qui son oncle aurait eu rendez-vous le soir de sa disparition. C'est tout de suite Philippe Perrier. Je lui dis qu'il a un souci avec Philippe Perrier. Il faut se mettre dessus. Pour moi, il est responsable. En effet, un mois avant sa mort, Lionel Véronèse aurait eu une aventure d'un soir avec Nathalie, une riche bourgeoise de Chambéry, mais aussi la femme de Philippe Perrier. J'ai
déclaré qu'il avait eu une relation avec Nathalie Perrier dans un vestiaire en boîte de nuit. Et elle avait flashé dessus, certainement. Lionel, certainement qu'il avait bu un peu. Elle est en boîte de nuit, à l'occasion d'une soirée entre amis. Lionel Véronèse, c'est quelqu'un qui sait parler aux femmes. Elle va tomber sous son charme. Le neveu de Lionel Véronèse poursuit son récit devant les policiers. Il explique que Philippe Perrier, l'époux trompé, avait découvert le poteau rose et qu'il avait décidé d'en découdre. Lionel qui vient à la maison, il me dit, écoute, Philippe Perrier veut me voir. Et là, je dis à Lionel, écoute Lionel, fais gaffe, je sais pas, j'y sens pas ton truc là. Julien va plus loin dans son témoignage. Il affirme que Lionel Véronèse avait rendez-vous avec Philippe Perrier pour avoir une explication. Et puis, de ce rendez-vous, M. Véronèse ne va jamais revenir. Et Julien Véronèse de raconter que le lendemain de la disparition de son oncle, ses soupçons vont se confirmer. J'ai décidé d'appeler Perrier. Je lui ai dit, il est où mon oncle? Comment ça, il est où? Je sais pas, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas revu. Et en fait, il m'a parlé comme si j'allais jamais le retrouver. Alors, le rendez-vous entre les deux hommes le dimanche 29 avril aurait-il mal tourné? Philippe Perrier aurait-il tué son rival? Difficile à croire, car à Chambéry, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'homme n'est pas n'importe qui. À 51 ans, Philippe Perrier est un viticulteur fortuné, réputé dans toute la Savoie. Héritier d'une famille prestigieuse, l'homme règne sur un empire colossal. 56 hectares de vignes pour un chiffre d'affaires de plus de 6 millions d'euros par an. Philippe Perrier, c'est un notable. C'est un notable connu, reconnu à Chambéry. La famille Perrier, c'est une famille qui est importante depuis des années. Cette famille a une excellente réputation. On a un fils d'eux. Donc, c'est, on va dire, entre guillemets, la bonne société chambérienne. Les vins Perrier raflent régulièrement les médailles des concours les plus prestigieux et se retrouvent sur les tables des grands chefs étoilés comme Paul Bocuse ou encore Marc Vera. Sortent de très bonnes bouteilles qui sont livrées à la garden party de l'Élysée. C'est un personnage important, puissant. Côté vie privée, le chef d'entreprise semble aussi couler des jours heureux. Il y a 20 ans, il a rencontré Nathalie, une jeune et belle aide-soignante qui lui donnera 2 beaux enfants. Une fille en 1992 et un garçon né en 1999. Je dirais qu'ils sont le symbole de la réussite sociale. On a un couple qui est heureux, qui a une jolie maison dans la périphérie chambérienne avec une piscine. Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. A priori, le richissime viticulteur n'a donc pas le profil d'un meurtrier. Et d'ailleurs, dans un premier temps, Philippe Perrier va nier en bloc et se présenter aux enquêteurs comme une victime. Trois jours après le drame, Philippe Perrier, que voici, est entendu dans les locaux de la police judiciaire. Le mari de Nathalie est formel, il n'a rien fait, bien au contraire. Tout de suite, j'ai dit je suis loin d'être impliqué dans quoi que ce soit. C'est moi la victime. Face aux enquêteurs, le mari admet être au courant de l'infidélité de sa femme. Un soir, elle dormait mal et puis je lui ai dit attends, je lui ai dit comme ça, je lui ai dit tu me caches quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas. Elle est effondrée, elle n'arrive pas à dormir, elle pleure, elle n'est pas bien. Manifestement, elle sait quelque chose. Elle s'est traitée de pute, de traînée, de tous les noms de la sorte. Elle m'a tout déballé, quoi. Qu'elle m'avait trompé. Elle m'a dit que c'était Lionel Véronèse. Nathalie
Avoue tout à Philippe. Pour Philippe Perrier, le choc est rude, d'autant que les deux hommes se connaissent et s'apprécient. Quelqu'un que j'aimais bien, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Je l'avais même offert des bouteilles de vin, quoi. Je veux dire, pour moi, c'était amical. Je suis un peu resté... Ouais, c'était un coup de massue. Et ce n'est pas tout. Philippe Perrier raconte aux policiers que non seulement Lionel Véronèse a couché avec sa femme, mais qu'en plus il l'aurait racketté. Quatre jours avant le crime, Philippe Perrier raconte qu'il aurait été victime d'un cambriolage pour le moins suspect. Pour moi, un cambriolage, c'est quelqu'un qui charge de l'argent, des bijoux, voilà. Donc j'ai dit, bah, ils ont dû foutre tout en l'air à Paris. Et quand je suis arrivé, à mon grand étonnement, bah, il n'y avait rien de bougé. Il n'y a que la fenêtre qui a été brisée. De façon assez extraordinaire, aucun élément dans la maison n'a été touché. Ni tiroir renversé, ni armoire fouillée. Le petit placard où je cachais ma clé ouverte, simplement. Et après, il y avait la clé qui était sur le coffre. Voilà. Voilà, quoi. J'ai dit, là, c'est quelqu'un qui connaît. Philippe Perrier en est convaincu. La personne qui s'est introduite ce jour-là à son domicile connaissait les lieux et particulièrement l'emplacement de son coffre. Le coffre est vide. Bah, il y avait 28 000 €. Prendre tout le contenu du coffre, là, c'est énorme. Et Philippe Perrier de poursuivre que sa femme Nathalie lui aurait fait alors une incroyable révélation. L'auteur du cambriolage serait en fait Lionel Véronèse. Après l'avoir séduite, le playboy l'aurait faite chanter. Lionel Véronèse a exercé sur sa personne un chantage. En lui disant qu'il faut qu'elle paye, sinon il va tout révéler au mari. Et en fait, il va se servir de Nathalie Perrier en lui disant, voilà, tu t'arranges pour ne pas être à la maison. Et il faut aussi que tu me dises où se trouvent les clés du coffre. Sous cette pression insupportable de ce voyou, la malheureuse, elle a cédé à ce chantage. Elle a accepté de lui donner la clé, de lui dire où était la clé du coffre pour qu'il puisse aller cambrioler. Voilà. Elle a favorisé le cambriolage pour permettre à Lionel Véronèse de récupérer cet argent. Elle m'a dit tout simplement qu'elle était menacée, qu'elle était obligée de faire ça, qu'elles allaient s'en prendre à la famille, aux enfants. Philippe Perrier n'en revient pas. Ce cambriolage a été organisé avec la complicité de son épouse. Pourtant, le riche viticulteur ne portera pas plainte, ni contre sa femme, ni contre l'amant de celle-ci. J'avais peur des représailles de la part de Lionel Véronèse. Pris là-dedans, t'as la peur, vous voyez, vous avez la peur au ventre, vous avez peur de tout. Les enquêteurs veulent maintenant savoir pourquoi, 4 jours plus tard, Philippe Perrier a rendez-vous avec Lionel Véronèse, le soir de sa disparition. Mais ils vont être déçus, car le riche viticulteur va nier cette rencontre. Voici son emploi du temps, tel qu'il le raconte. Il explique qu'avec son épouse, il recevait son meilleur ami, Michael Boeuf. Et ensuite, le couple Perrier est parti se coucher. Je me suis même pris un Exomil. Et je me suis même endormi devant ma télé, oui. Tellement j'étais fatigué moralement de cette histoire. Il n'a pas vu Lionel Véronèse le soir de sa disparition. Lui, à ce moment-là, il va dire « Moi, je suis resté chez moi, j'ai regardé un film et je vais me coucher. » Interrogé, Michael Boeuf va confirmer. Ce soir-là, l'homme que voici aurait même aidé son ami Philippe Perrier à surmonter le choc des révélations de sa femme. Il m'appelle et en panique et il me dit « Je me suis fait cambrioler ». Apparemment, ce serait Lionel Véronèse qui a cambriolé chez lui. Il se pose beaucoup de questions. À écouter son meilleur ami, Philippe serait un homme en détresse.
Seulement pour les proches de Lionel Véronèse, les accusations du viticulteur sont aberrantes. Il est incapable d'aller dans une maison cambriolée, Lionel. Il n'a jamais volé un œuf, Lionel. C'est pas un voleur. C'est pas un voleur, tout le monde le sait. C'est voler dans une maison, cambrioler une maison, mais il n'a jamais fait ça de sa vie. Jamais il serait allé chez Philippe Perrier pour voler de l'argent, jamais. Ça, c'est inventé. Qu'est-ce qu'il aurait été piqué dans un coffre-fort? Pour moi, c'est impossible. L'honneur, l'honnêteté, le respect et la politesse. Et mes enfants ont été élevés comme ça. Alors qui croire? Le clan Perrier ou le clan Véronèse? C'est grâce à une découverte fracassante que les enquêteurs vont avoir la preuve que Philippe Perrier ne leur a pas dit toute la vérité. Deux semaines après la mort de Lionel Véronèse, les enquêteurs cherchent à retracer le parcours de la victime le soir de la disparition. On sait qu'à 22 h, Lionel Véronèse était chez sa mère, qui est à Chambéry. Et on le retrouve le lendemain matin, calciné à Carry-le-Rouet. Lionel Véronèse a fait, mort ou vivant, 300 km cette nuit-là. Il a quitté Chambéry pour arriver à Carry-le-Rouet. Donc les enquêteurs vont demander les vidéos des péages, des stations essence sur l'autoroute qui va jusqu'à Carry-le-Rouet. Et c'est dans une station-service sur ce trajet que les policiers vont faire une incroyable découverte. Et là, quelle n'est pas leur surprise de découvrir une magnifique image vidéo de Philippe Perrier et Michael Boeuf. Les enquêteurs n'en croient pas leurs yeux sur ces images de vidéosurveillance que nous nous sommes procurées. On voit un véhicule immatriculé en Savoie et un homme habillé en noir. Le chauffeur, Monsieur Boeuf. Et dans la voiture, un autre homme en chemise rouge. Le passager, Monsieur Philippe Perrier. On a les deux hommes. Ils sont l'un à côté de l'autre dans la voiture. Incroyable, les enquêteurs viennent de dénicher la preuve que, contrairement à leur déclaration, le mari outragé et son meilleur ami ne sont pas restés à Chambéry la nuit du crime. Ils sont ensemble à 30 km des lieux de la découverte du corps de Lionel Véronèse. Et là, c'est fini pour eux. Là, c'est fini. C'est mort. Leur alibi tombe, tout explose. Là, cette vidéo, elle est accablante. Philippe Perrier et Michael Boeuf ont donc menti. Et tout porte à croire qu'ils sont impliqués dans l'assassinat de Lionel Véronèse. Les deux hommes vont devoir s'expliquer. Placés en garde à vue au commissariat de Chambéry, Philippe Perrier et Michael Boeuf, acculés, vont enfin se mettre à table. Lorsque Philippe Perrier est confronté aux images de la vidéosurveillance, il va alors libérer sa conscience. On est dans une position où vous n'êtes pas très bien. J'ai dit, bon, bah là, cette fois-ci, il va falloir que je dise la vérité. Ce qui s'est passé, c'était tellement énorme que oui, j'ai menti au début parce que, oui, t'as peur. Cependant, malgré les vidéos qui l'accablent, Philippe Perrier persiste. Il n'est pas l'assassin de Lionel Véronèse. J'ai jamais voulu la mort de Lionel Véronèse, c'est tout. Voilà, qu'on le comprenne bien. Selon Philippe Perrier, le fameux dimanche soir, Lionel Véronèse avait bien un rendez-vous, mais ce n'était pas avec lui. C'était avec sa femme, Nathalie, bien décidée à récupérer l'argent volé. Elle en avait tellement gros que... Elle voulait essayer de régler son problème. J'avais l'impression qu'elle voulait essayer de récupérer
ce qu'on m'avait volé. Et en fait, elle s'en explique en disant « Tout ça est arrivé à cause de moi, c'est à moi de régler ça. Et s'il y a une personne qui peut convaincre Véronèse de rendre l'argent, c'est moi. » Seulement Nathalie ne serait pas partie seule à ce rendez-vous. Michael Boeuf lui aurait servi de chauffeur. Michael est parti avec ma femme à ce fameux rendez-vous. Voilà. Donc moi, je suis resté à la maison. Philippe Perrier raconte qu'il se serait alors assoupi sur son canapé. 1 heure plus tard, il aurait été réveillé par un coup de téléphone de son ami Michael Boeuf en panique. Ouvre, j'arrive, ouvre. Bon, j'ouvre le portail. Et puis c'est là qu'il rentre, et puis il me dit, il y a Lionel dans la cour. C'est là que je lui dis, attends, Lionel dans la cour, je lui dis, j'ai pas besoin de le voir, Lionel, j'ai pas besoin de lui parler. Hein. Et il me dit, oh, mais ça risque rien. Véronèse est là, mais et en fait, oui, Véronèse est là, mais Véronèse est là, mort. Philippe Perrier raconte que c'est à ce moment-là qu'il aurait découvert une scène effroyable. Il y a en face de lui Lionel Véronèse, mort. Lionel, dans la voiture, affalé sur le tableau de bord. C'est là, t'es comme ça, glacé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'en revenais pas, quoi. J'ai dit, c'est pas possible, je rêve. Comment on peut en arriver à une situation pareille? On lui ramène un cadavre. Philippe Perrier explique alors qu'il n'aurait pas eu d'autre choix que de couvrir sa femme et son ami Michael Boeuf. J'ai été pris dans une spirale entre un ami, une femme qui est partie dans le délire et qui a fait n'importe quoi. J'ai fait ça comme un zombie, quoi. C'est ma femme qui me dit on va à Marseille, on l'emmène à Marseille. Je lui dis, mais cette fois-ci, je lui dis non, tu bouges plus, il y en a assez, tu restes là, des conneries, t'en fais assez. Et donc à partir de là, il va rentrer en scène. Il va avoir un rôle actif. Et au lieu d'appeler la police, Philippe Perrier et son ami Michael Boeuf vont se débarrasser du corps de Lionel Véronèse. Ils le mettent dans une bâche, dans le coffre, et là, ils partent à Marseille. C'est là qu'ils vont monter cette expédition rocambolesque dans le sud de la France pour faire croire à un règlement de compte du milieu. Au terme d'un voyage de 400 km, les deux hommes vont mettre le feu au cadavre, puis jeter le revolver qui a servi au crime sur le chemin du retour. Reste maintenant pour les enquêteurs à savoir ce qu'il s'est passé cette nuit tragique lors du rendez-vous fatal entre Lionel Véronèse, Michael Boeuf et Nathalie Perrier. Après avoir entendu Philippe Perrier, les policiers interrogent maintenant dans la salle d'à côté Michael Boeuf. Et l'électricien de 32 ans l'affirme avec force. Il n'est pas l'auteur du coup de feu. Non, je n'ai pas tué Lionel Véronèse. Bien sûr que non. Je ne suis pas complice de tout ça. C'est Nathalie Perrier qui a tiré. Il n'y a pas d'histoire là-dessus. Et Michael Boeuf va plus loin. Il raconte que Philippe Perrier lui aurait fait ce soir-là une dernière recommandation. Philippe Perrier me remet une arme juste avant de partir. Il me dit, tiens, si ça tourne mal, tu pourras calmer le jeu, vu qu'il y a sa femme, il est en stress. Et je l'ai mis dans la boîte à gants de la voiture, et puis pensant ne jamais m'en servir. On part au rendez-vous. Monsieur Boeuf conduit, Madame Perrier est à l'arrière du véhicule. La place passager est vide de tout occupant et cette place est destinée à Lionel Véronèse lorsqu'ils vont aller le chercher.
Et sur le chemin, Nathalie Perrier, elle est dans la voiture, elle est pas bien, elle est apeurée. Elle me demande l'arme en fait avec insistance. Elle me dit si s'en prend à quelqu'un, c'est à moi. Donne-moi cette arme, c'est l'arme de mon mari, tu me la donnes. Enfin voilà, elle insiste avec ses phrases. Et moi, je lui ai donné. L'Apollo arrive au bas de l'immeuble où habite Lionel Véronèse. Il attend. Il est devant la maison, devant l'immeuble. Il est 22h15. À cet instant, Lionel Véronèse, l'amant de Nathalie Perrier, pense que Michael Boeuf vient le chercher pour l'emmener voir Philippe Perrier, le mari. Et là, surprise. Il voit la voiture arriver, il vient, il ouvre la porte et il aperçoit Nathalie. Elle n'était pas prévue dans le casting, hein? Bah là, comment ça se passe pas très bien. La voiture s'en va et là, ça part en live. Tout de suite, ça part en vrille. Nathalie lui saute dessus en l'insultant. « T'as bousillé ma vie. » T'as foutu ma vie en l'air, tu m'as cambriolé, t'as menacé. Donc, elle l'agresse. Enfin, c'est des insultes. Et elle fait voir son deuxième visage. Elle explose littéralement. Lionel, il lui crie dessus aussi. Voilà, t'es qu'une sale morue. Moi, je t'ai jamais touché. Qu'est-ce que tu vas raconter des saloperies sur moi, espèce de grosse pute. Enfin, voilà. Des insultes fusent de tous les côtés, et là, le coup de feu part. Bing, ça tire. Une balle dans la tête, elle a tiré, terminé rideau. Je le vois s'effondrer à côté de moi, et je suis resté tétanisé. Voilà, avec le coup de feu, tout ça, je me dis que voilà, c'est fini, il est mort. Michael Boeuf explique que cette scène traumatisante lui aurait fait totalement perdre la raison, lui aussi. Je réalise pas tout ce qui vient de se passer, je crois. Je suis complètement à côté de la plaque. Je suis dans un état de sidération. Mais je vous dis, quand il se passe un drame comme ça, on réfléchit plus. La suite, les enquêteurs la connaissent déjà. Enfin, c'est complètement fou. On rêve, quoi. Ou plutôt, c'est un cauchemar. Selon Michael Boeuf, ce serait donc Nathalie Perrier qui aurait abattu son amant. Seulement l'affaire est loin d'être terminée. Interpellée elle aussi, la femme du viticulteur va nier farouchement le crime et accuser Michael Boeuf d'avoir tiré. Voici ce qu'elle déclare. Je n'ai tué personne, enlevé et séquestré personne. J'ai dit à Véronèse qu'il fallait qu'il rende l'argent. Là, il s'est énervé, il m'a insulté, il criait fort. Et puis tout d'un coup, Michael Boeuf a sorti une arme et lui a tiré une balle dans la tête. Michael Boeuf, qui est en train de conduire, sort une arme de je ne sais où et croise comme ça les bras et fait feu dans la tête de Lionel Véronèse alors qu'ils sont dans la voiture et qu'elle roule. Selon Nathalie Perrier, si Michael Boeuf a abattu Lionel Véronèse, ce serait pour venger son ami Philippe. Michael a dit à Véronèse « Voilà, fils de pute, tu as ce que tu mérites. » Je pense qu'il s'est mis à la place de mon mari et qu'il a fait ça pour lui. Quel serait son mobile? Vouloir s'identifier comme le sauveur de Philippe Perrier. Il a lavé l'honneur de Philippe. Michael Boeuf lui répétait souvent « Et ton honneur, qu'est-ce que tu en fais ?» Il faut dire que depuis 2 ans, Michael Boeuf et Philippe Perrier avaient noué une relation très forte, presque fraternelle. Philippe Perrier, je l'ai rencontré avec des amis en commun. Lors d'un apéro, on me l'a présenté. Et puis c'est vrai qu'on s'est liés d'amitié. On s'entendait super bien, il me faisait découvrir plein de choses. On est parti au Grand Prix de Formule 1 à Monaco, par exemple. On est allé au théâtre à Paris. Il m'a fait découvrir beaucoup de choses. On a fait pas mal d'activités ensemble. Ils sont jamais l'un sans l'autre. Philippe Perrier, le géant du vin, fascine littéralement le jeune électricien. Ils sont pas du tout du même milieu. Michael Boeuf vient d'un milieu modeste. Il s'est fait tout seul, il a créé sa petite entreprise. Monsieur Boeuf,
a des yeux éblouis lorsqu'il regarde M. Perrier, qui est l'exemple de la réussite à Chambéry. Pénétrer ce milieu est pour lui un signe d'avancement social tout à fait important. Michael Boeuf devient le bras droit du viticulteur et il n'aura de cesse de lui prouver son indéfectible loyauté. Ben, je sais que c'est l'intermédiaire, c'est lui qui s'occupe de tout, quoi. Il est, en tout cas, l'interlocuteur. Il est comme le porte-flingue, comme le garde du corps, comme l'homme de main. Et ce n'est pas tout. Contrairement à Nathalie Perrier, Michael Boeuf a la réputation d'être un tireur sportif à la gâchette facile. C'est un gros nounours qui aime bien les armes. Et il avait de tout, que ce soit de la carabine de chasse, c'était vraiment l'amateur d'armes. Hein. Que Nathalie n'a jamais touché une arme de sa vie. Alors, l'électricien aurait-il pressé la détente sur un coup de sang, comme l'affirme Nathalie Perrier? Ou est-ce l'épouse qui serait l'auteur du coup de feu fatal? Au fil des auditions, les enquêteurs vont se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui leur a menti. Et cela, depuis le début. Première surprise. Comme l'examen de la téléphonie l'atteste, c'est Nathalie qui harcelait littéralement son amant. Nathalie Perrier relançait Lionel Véronèse. Elle en était vraisemblablement amoureuse. Elle a couru après cet homme, on le voit avec la téléphonie, sur la période qui couvre 4 mois entre décembre 2011 et avril 2012. C'est elle qui majoritairement appelle Lionel Véronèse. Et si Nathalie Perrier est tombée amoureuse de Lionel Véronèse, ce n'est pas par hasard. Elle s'en était d'ailleurs confiée à son père. Elle nous a dit que ça n'allait plus très bien avec Philippe, que Philippe rentrait toujours très tard le soir. Voilà, souvent un peu éméché. C'était son métier, mais bon, il y avait un problème de couple, ça c'est évident. Ouais, elle avait un besoin, je sais pas pourquoi, elle avait un besoin de sortir. Et c'était un rituel, c'était tous les week-ends, tous les week-ends, tous les week-ends. Je sais pas, elle voulait faire voir aux autres qu'elle était capable de plaire encore. Elle a ce qu'il est convenu d'appeler la crise de la quarantaine. Elle vit mal ses 40 ans. Le problème, c'est que ce coup de foudre serait à sens unique. Pour Lionel Véronèse, Nathalie Perrier ne serait qu'une relation passagère. Elle l'appelle sans arrêt, elle l'harcèle au téléphone sans arrêt. Déjà, rien qu'au téléphone, il veut pas lui répondre. C'est-à-dire qu'il me dit « Regarde, moi, c'est encore l'autre folle, elle m'appelle, j'en peux plus d'elle. » La Miss Perrier, c'est le cadet de ses soucis. Il continue sa vie. Il a d'ailleurs une liaison avec une jeune femme dont, soit dit en passant, Nathalie Perrier est singulièrement jalouse. Il s'en foutait, mais royalement, complètement d'elle. Et elle envisage même de quitter son mari pour refaire sa vie avec Lionel Véronèse. Enfin, elle se raconte des histoires à partir de cet homme. Et ce n'est pas tout. Nathalie Perrier aurait aussi inventé l'histoire du cambriolage. Souvenez-vous, la personne qui a dérobé l'argent du coffre a aussi brisé une vitre pour pouvoir rentrer chez les Perrier. Mais en réalité, c'était une manipulation. Et les enquêteurs vont s'en rendre compte très vite. Une toute petite vitre a été brisée dans des conditions qui vont interpeller les services enquêteurs. Les enquêteurs constatent que les éclats de verre ici sont situés à l'extérieur. Et ça, c'est le piège absolu, on l'a vu 10 fois dans Colombo. Quand un cambrioleur arrive devant une maison, s'il met un coup de marteau sur le carreau pour le casser, forcément, les morceaux de verre vont à l'intérieur de la maison. Soyons logiques. Or là, c'est pas le cas, les morceaux de verre, ils sont à l'extérieur. Et puis, il n'y a pas de trace de pas. C'est bidon, c'est que c'est un montage. Il n'y a pas eu de cambriolage et Lionel Véronèse n'est de rien dans cette histoire. Elle va elle-même casser le carreau, elle va elle-même ouvrir son coffre et elle-même sortir la somme d'argent importante, 25 000 €. Nathalie Perrier a donc volé son propre mari
et tenter de faire porter le chapeau à son amant. Seulement Lionel Véronèse ne comptait pas se laisser accuser injustement sans rien faire. Il en a ras-le-bol qu'on vienne l'enquiquiner avec ce cambriolage qu'il n'a pas commis. Lionel, il me dit, mais de toute façon, si j'ai pas une discussion avec Philippe Perrier, que je ne me mets pas d'accord avec lui, que je lui explique pas, j'irai porter plainte. J'irai porter plainte lundi matin, j'ai rendez-vous lundi matin pour porter plainte. Le dimanche, en fait, cette date, elle n'est pas par hasard. Il allait porter plainte le lundi, il fallait le tuer avant lundi. Il fallait le tuer avant lundi, c'est une volonté de le tuer avant le lundi. Nathalie Perrier avait donc un mobile pour tuer Lionel Véronèse ce dimanche 29 avril. Le faire disparaître de peur qu'il aille révéler à son mari que c'était elle qui avait volé l'argent du coffre. S'il y en avait une qui avait intérêt à faire taire Lionel Véronèse, c'était elle. Alors, qui a appuyé sur la gâchette? Faute de preuves, après 2 ans d'enquête, Michael Boeuf et Nathalie Perrier sont tous deux mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire. Ce sera donc à la justice de trancher. Tribunal de Chambéry, le 16 mars 2015, s'ouvre le procès de Nathalie Perrier et Michael Boeuf pour l'assassinat de Lionel Véronèse. Accusé de recel de cadavres et destruction de preuves, Philippe Perrier, quant à lui, comparaît libre. Mais aucun d'entre eux n'a encore reconnu être l'auteur du coup de feu. Quand on les écoute, Lionel, il est mort tout seul, il s'est tué tout seul. Personne n'a rien fait. Personne n'a rien fait, c'est comme ça, ils n'ont rien fait. Voilà, vous avez 2 accusés dans le box parce que Philippe Perrier n'y est pas, il devrait y être. Les 2 se regardent depuis 5 ans, et depuis 5 ans, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est toi, c'est moi, c'est toi, c'est moi. Personne ne l'a tué. L'enjeu du procès, c'était d'essayer de déterminer qui avait tiré pour lui coller la peine la plus lourde. Donc, est-ce que c'était Nathalie? Est-ce que c'était Michael Boeuf? Il n'y en a qu'un qui a tiré. Un seul qui a tiré. Lequel? Cette question, la justice va tenter d'y répondre enfin. Et pour cela, le juge va demander une reconstitution. Incroyable, les accusés vont devoir jouer la scène du crime dans la cour du tribunal. On a fait une remise en situation. Ils ont amené un véhicule du même type, une Polo. Ils nous ont donné une arme factice pour bien que les jurés comprennent, pour bien que tout le monde se rende compte. Donc on a repris tous les cas de figure qui étaient possibles et envisageables. Souvenez-vous, le soir du crime, Michael Boeuf était au volant, Nathalie Perrier à l'arrière et Lionel Véronèse sur le siège passager. Or, sur le corps de Lionel Véronèse, un seul angle de tir correspond aux constatations effectuées. Tout le monde est d'accord. Le tir a été porté alors par un gaucher, de la main gauche, à l'arrière du véhicule. Le tir ne peut provenir que de l'arrière, donc de Nathalie Perrier, et donc celle qui tire. C'est Nathalie Perrier qui a tiré, il n'y a pas d'histoire là-dessus. Impossible que ce soit moi qui ai tiré. Voilà, les choses sont claires et nettes. Nathalie Perrier serait donc l'assassin de Lionel Véronèse. Quant au recel du cadavre, Philippe Perrier et Michael Boeuf campent sur leur position. Oui, c'était tellement énorme que je suis allé machinalement. J'étais à moitié assoupi, j'étais fatigué. Je suis dans un état de sidération, mais je vous dis, je fais ce qu'il me dit en fait. Ils vont faire 400 km. 400 km, 4 heures de voiture avec l'odeur d'un cadavre dans le coffre. Et là, il n'y a pas un moment dans sa tête où il arrête tout. Et il dit, mais attends, qu'est-ce que je fais? J'ai rien fait. Mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? J'arrête tout, j'appelle les flics. À les entendre, Michael Boeuf et Philippe Perrier auraient donc agi presque malgré eux. Quant à la destination qu'ils ont choisie pour aller brûler le corps de Lionel Véronèse, ce serait le fruit du hasard. C'est tout un scénario qui s'est imaginé le soir même, à l'instant même. Et puis je pense que c'est la panique qui a dit « Tiens, on va à Marseille ».
on trouve cet endroit au hasard, en fait. Parce que moi, je prends direction Marseille, j'allais peut-être même en centre-ville. On décide d'aller à Marseille comme par enchantement, comme par miracle. Mais il se fout de la gueule à qui? Enfin, qui va faire croire ça? Difficile à croire en effet. Pour les deux hommes, la partie semble mal engagée. D'autant que Nathalie Perrier va, à demi-mot, faire des révélations accablantes pour son mari. Voici ce qu'elle répond à la présidente. Il me semble qu'il y a des choses que vous ne dites pas. Oui. Parce que vous protégez vos enfants? Oui, mes 2 enfants sont dehors avec mon mari. Il ne manque de rien. Elle peut pas parler. Parce que si elle parle, elle dit la vérité. Et si elle dit la vérité, tout le monde va en prison, tout le monde prend 30 ans. Parce que si elle dit la vraie vérité, ses enfants, ils n'auront plus de père, ils n'auront plus de mère non plus. Elle protège quelqu'un. Elle protège quelqu'un. Elle se montre magnanime en disant « bon, je me sacrifie ». Donc cette femme, en fait, elle assume tout depuis le début. Certaines personnes pensent que j'aurais pu être plus impliqué. Je suis le mari, ben forcément, je suis le mari cocu. Parce que je suis le mari, parce que je suis quelqu'un de connu sur la région, on voudrait me faire payer un peu plus. Ouais, on voudrait me faire payer un peu plus. Parce que, pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça. On voudrait me faire payer un peu plus. Au terme du procès de Chambéry, les jurés rendent leur verdict. Seule Nathalie Perrier est reconnue coupable d'assassinat et condamnée à 20 ans de prison. Michael Boeuf, lui, écope de 8 ans pour complicité d'assassinat. Quant au mari Philippe Perrier, il reçoit une peine définitive de 3 ans pour recel de cadavre. En appel au tribunal de Grenoble, la peine de Nathalie Perrier sera confirmée. Michael Boeuf, lui, sera condamné à 6 ans de prison. C'est une histoire de Lionel et de mon épouse. Et de Michael Boeuf qui était là. Moi, je suis loin derrière. Ben, moi, de toute manière, je savais que j'étais condamnable et que j'allais en prendre. Hein. Maintenant, on m'a condamné à ce que j'ai fait. Mais j'ai jamais voulu ça. Voilà, et je le redis et je le dirai toujours. Voilà. Moi, je mérite une peine. Voilà. Ça m'a bousillé ma vie. J'ai plus rien. Ma vie est un champ de ruines. Aujourd'hui, Michael Boeuf et Philippe Perrier sont libres. Nathalie Perrier, elle, a décidé de faire appel auprès de la Cour de cassation et reste à ce jour présumée innocente. Mais pour la famille de Lionel Véronèse, la justice s'est montrée plutôt clémente avec les 3 accusés. Philippe Perrier, il a pris 3 ans de prison, il en a fait que 2. Voilà, il est dehors. Aujourd'hui, vous avez Michael Boeuf, qui a pris 6 ans, qui en a fait 4. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, que ces 3 assassins, ce qu'ils ont fait, c'est impardonnable. Que nous, on les oubliera jamais, de toute façon. Ce qu'ils ont fait, on n'oubliera jamais ce qu'ils ont fait. Qu'aujourd'hui, personne n'est capable de vous dire la vérité. Personne n'assume. Et quand la sentence est sortie pour Madame Perrier, 20 ans, il n'y a que la belle-sœur à Madame Perrier qui a dû rester là, toute seule. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai embrassée. Elle m'a dit, Madame, c'est pourtant vous qui avez perdu un fils. Et je lui ai dit, mais qui que ce soit qui ait tué Lionel, je plains cette personne. Parce que la lourdeur et la couleur de sa conscience, je préfère la lui laisser, voyez.